Elle a entonné Free Palestine, tout le monde a... Et à noter qu'elle porte le kéfier. Ouais. Vous vous imaginez qu'elle aurait pu être arrêtée un jour, interpellée dans la rue aujourd'hui en France? Il y a tout un tas de générations qui sont réunies devant et qui sont là pour des raisons politiques, pas juste pour voir, je sais pas, une rockstar ou quelqu'un comme ça. Il y a un lien qui s'est fait avec cette période-là et les combats de cette période-là. J'aime bien dire que c'est ma militante. Tu vois un peu. C'est ma tante du côté à militantisme. Et du coup, la voir tout à l'heure sur scène, ça a été incroyable. Ça y est, nos invités sont arrivés. Vous l'avez compris, c'est la 3e fois qu'elle vient à la fête de l'UMA. Une scène porte son nom, vous venez de l'entendre sur notre chaîne Twitch. C'est une immense figure afroféministe et communiste. Vous l'avez compris, on va continuer à parler d'Angela Davis autour du thème une écoute politique et populaire. Latifa Madani, bonjour. Bonjour. Tu es journaliste à la rubrique Débat et idées, notamment spécialisée des questions féministes et anticoloniales. Oui. Bolchegeek, bonjour. Benjamin. Bonjour. Tu es vidéaste, obsédé, pop culture et de politique, on peut dire ça? Ouais, on va dire. On va dire ça. Et tu es aussi chroniqueur pour l'Humanité depuis 2 ans maintenant. Ouais. Tous les premiers dimanches du mois, c'est ça? Le deuxième dimanche. Deuxième dimanche du mois, voilà. Donc allez vous abonner aussi à la chaîne YouTube. Jennifer, bonjour. Hello. Tu es chroniqueuse jeux vidéo, présidente d'Afrogameuse, dont le but est d'encourager un écosystème du jeu vidéo plus représentatif des minorités ethniques. On a déjà reçu Maba Paprika hier, qui a commencé à nous parler de ton assaut, mais on va revenir dessus parce qu'on a encore plein de questions à te poser. Alors, comme on vous l'a dit, l'Humanité a un lien particulier avec Angela Davis. On la suit depuis les années 70, depuis sa première exposition médiatique, depuis le début de son combat, en fait. Elle est venue plusieurs fois à l'Humanité. Je crois qu'on a quelques visuels à vous partager. Latifa, toi, Angela Davis, ça a été une figure à laquelle tu t'identifiais, à laquelle tu avais envie de ressembler? Ah oui, complètement. Les années 70, Angela Davis, pour ma génération, c'était vraiment... C'était plus qu'une icône au sens... oui, la coupe afro, les lunettes cerclées, le point levé, le make-up free, etc. On s'est identifié à cette image. Mais c'était plus que ça, parce que c'est la pensée qu'elle a pu porter, le combat qu'elle a mené, auquel on s'est identifié. Il faut savoir que Alger des années 70, on disait que c'était la Mecque des révolutionnaires. C'était la capitale du tiers-monde. Et à cette époque-là, Alger a accueilli le mouvement des Black Panthers et les leaders des Black Panthers. Et Angela Davis était de ce mouvement. Et elle a inspiré effectivement ce mouvement. Donc pour nous, c'est... Que dire de plus, quoi. Et alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette représentation-là, il se transmet de génération en génération, sans discontinuer. Justement, Jen aussi, quand on en parlait un peu en préparant l'émission, tu me disais, toi aussi, alors que vous n'êtes pas du tout de la même génération avec Latifa, toi aussi, c'est une personne qui t'a inspiré. Dis-nous en plus. En fait, moi, j'ai grandi en connaissant Angela Davis comme étant une icône, même si j'étais pas encore dans les parages à cette époque-là. Et en fait, c'est clairement quelqu'un auquel j'ai pu tout de suite m'identifier, rien que par ce qu'elle représente, le fait de porter sa coupe afro, sa peau, tout ce qu'elle incarne. En fait, j'ai pu me retrouver ça et c'est vraiment ce qui m'a inspirée aussi dans ma propre lutte antiraciste et pour les droits des femmes aussi. Et encore aujourd'hui, c'est vraiment pour moi un guide, une icône vraiment qui me guide dans les actions que je mets en place côté militantisme. Mais je la considère un peu, j'aime bien dire que c'est ma militante. Tu vois un peu, c'est ma tante du côté à militantisme. Et du coup, la voir tout à l'heure sur scène, ça a été incroyable. J'en ai encore la chair de poule aujourd'hui. Et c'est incroyable de se dire aussi que je suis aujourd'hui si proche d'elle, alors que je l'ai suivie de loin pendant aussi longtemps, quoi. C'est fou, c'est vrai qu'on est très proche d'elle. À mon avis, on l'a vu passer, je sais pas. Je pense qu'elle est pas loin. Alors, elle est en train de partir de scène, mais c'est vrai que c'est un moment assez fort. On est en train de voir là, sur les écrans, on a reçu Angela il y a quelques années, on l'a eu en interview en vidéo. Il me semble aussi qu'on avait prévu quelques-unes des années 70 justement. Je pense que Latifa, tu vas pouvoir un peu nous en parler. Alors, j'ai noté normalement les dates et les unes. Il y en a une du 29 septembre 1971 qui s'appelle Angela de la bataille. Et est-ce que la régie, vous l'avez sous le coude? Ok, ça arrive. Ça arrive. Latifa, toi, c'est des unes dont tu te rappelles, qui t'ont marqué? Voilà, oui. Celle-là par exemple. Angela Davis, la machination, alors celle-là, c'est du 1er septembre 71. Bah oui, Angela Davis, la machination, c'est en ce qui concerne effectivement la poursuite. Pourquoi elle a été traquée, accusée de meurtre et emprisonnée. Et c'est toute une machination, effectivement, qu'il y avait derrière. Parce que, pourquoi? En fait, elle l'explique très bien. Elle portait un combat extrêmement important
antiraciste. Et faut rappeler quand même qu'Angela était aussi militante communiste. Elle est toujours, comme elle l'a dit tout à l'heure. Et elle a profondément dérangé. Et du coup, une machination a été montée contre elle. Et elle a été poursuivie, traquée, elle a fini par être arrêtée et elle a été emprisonnée. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Elle a pris en prison. Et s'il n'y avait pas eu un formidable mouvement international, une mobilisation internationale incroyable, elle le dit elle-même, elle serait peut-être encore aujourd'hui en train de croupir en prison, comme Moumia Abou Djamel, pour qui aujourd'hui, elle, à son tour, elle se bat. C'est vraiment quelqu'un qui a pu, j'ai l'impression, rassembler en fait les gens. Et ça, c'est extrêmement rare. C'est que autant, rien que parce qu'elle incarne, elle a réussi à rassembler tellement de monde autour d'elle, à l'international, comme tu dis, qu'ils ont réussi à la libérer contre Ronald Reagan quand même. C'était assez impressionnant, mais j'imagine qu'on va revenir là-dessus après. Peut-être on va commenter la deuxième une. On en a une deuxième. En fait, on en a deux. On a deux unes assez historiques. Voilà, Angela, la bataille. Donc celle-là du 29 septembre 1971. Benjamin, qu'est-ce que tu penses de cette une? Qu'est-ce qu'elle t'évoque? C'est très pop culture dans le visuel, dans le format. En fait, c'est devenu pop culture. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est typiquement c'est devenu une esthétique en fait, mais qui renvoie justement à une période déjà, c'est-à-dire les années 70-80, et à des formes de militantisme. C'est-à-dire que c'est pas juste un truc nostalgique de ces visuels-là, et de ce look aussi qui est devenu iconique. Et parce qu'en fait, déjà d'une chose, ce look et même les pancartes en blanc, etc., en fait, ils renvoient pas juste à une esthétique, mais à un vrai mouvement politique, et même à des vrais mouvements politiques, sur toutes les questions que vous avez évoquées. Et puis il y a même cette idée que, et tu vois, tu parlais de gens, tu l'as connu avant, la coupe afro, le look iconique. En fait, même cet aspect esthétique, en réalité, il est politique dans le sens, comme tu disais, tu vois, de te reconnaître dedans et tout ça. Donc en fait, c'est toujours la question, c'est que pour nous maintenant, c'est devenu presque une esthétique qu'on pourrait penser dépolitisée, c'est-à-dire qui serait réduite à l'esthétique, mais en réalité, elle renvoie à un sens et à des combats et des luttes très très concrètes. Et là, on voit bien qu'effectivement, il y a tout un tas de générations qui sont réunies devant et qui sont là pour des raisons politiques, pas juste pour voir, je sais pas, une rockstar ou quelqu'un comme ça. Il y a un lien qui s'est fait avec cette période-là et les combats de cette période-là qui y a là-dedans. C'est vrai que ça a été un moment assez fort. Alors la scène était, enfin l'agora était blindée, on pouvait pas circuler. Vous avez pas vu la fin parce que vous deviez vous installer. Mais comment vous avez vécu ce moment? C'était très fort. On a entendu des chants antifascistes et tout. C'était quand même un moment assez fort, Latifa. D'abord, on a eu la chair de poule, hein, ça c'est clair, ça a donné des frissons. Moi, ce qui m'a marqué, c'est-à-dire, elle a dit un certain nombre de choses. Je vais reprendre, hein, juste, il y a 3-4 citations, des phrases fortes. Hein. La radicalité, c'est simplement prendre un problème à sa racine, elle dit ça. Elle dit encore, le féminisme est l'idée radicale que les femmes sont des personnes. Troisième phrase, la Palestine est un test moral pour le monde. D'ailleurs, elle a entonné Free Palestine, tout le monde a... Et à noter qu'elle porte le kéfier. Ouais. Vous vous imaginez qu'elle aurait pu être arrêtée un jour, interpellée dans la rue aujourd'hui en France? Donc, et quatrième phrase très forte qu'elle a dit, « The hope is a discipline ». L'espoir est une discipline, c'est un travail. Voilà. Donc, ces phrases-là qu'elle a déclamées aujourd'hui, et à chacune de ces phrases, elle a été ovationnée. Donc, et chacune de ces phrases, c'est pas que des phrases... Il y a Angela Davis qui passe juste derrière moi. Alors, c'est pour pas que le jazz s'inquiète, il y a beaucoup de monde, il y a tout un cordon de sécurité autour d'elle pour être sûr que tout se passe bien. Et voilà, vous l'avez vu très rapidement, mais vous l'avez vu. Excuse-moi, Latifa, continue. Alors, ce ne sont pas que des phrases comme ça. Chaque phrase porte une pensée très forte. Parce que, voilà, Angela Davis, on l'a dit, c'est pas... Voilà, ce que tu disais, Benjamin, y compris son look, il est politique aussi, mais elle porte une pensée très forte. Et cette pensée-là, il ne faut pas oublier qu'elle est prof de philo, hein, aussi, en plus d'être militante du mouvement des droits civiques, militante communiste, militante des Black Panthers. C'est une prof de philo, elle a fait des études à la Sorbonne, etc. Et donc elle porte une pensée profonde. Elle a même, on va dire, inventé des concepts extrêmement importants, dont le concept de l'intersectionnalité. Elle en a encore parlé tout à l'heure. Moi, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir parce que j'avais choisi un extrait qui me permet de revenir à ça. Et du coup, je préfère laisser la parole aux autres. Jane, je te vois extrêmement émue.
Oui, j'essaie de cacher l'émotion. Ah bah non, mais c'est très bien. C'est vraiment, c'est impressionnant quand tu rencontres quelqu'un pour laquelle tu as... Je sais pas comment on dit ça en français, mais j'ai look up à cette personne-là depuis des années, en fait, depuis mon adolescence, dès que j'ai posé les yeux sur elle et que j'ai compris ce qu'elle incarnait et les valeurs qu'elle portait. Et même lorsque j'ai lu sa biographie, on découvre vraiment une personne si inspirante, une personne tellement engagée, une personne tellement passionnée et qui l'incarne par sa propre vie. Et c'est vraiment ça qui fait que je pense qu'aujourd'hui, elle a inspiré tellement de gens à eux-mêmes lancer leur propre combat. Et surtout, c'est pour moi un symbole de la persévérance, en fait, parce que je ne connais pas... Alors, évidemment, il y a plein de personnalités publiques, politiques qui incarnent ces choses-là, mais je trouve qu'il y a un truc qui est mis en place, c'est le fait que souvent, tu sais, on nous montre des photos de ces militants-là, des photos en noir et blanc, et du coup, c'est des choses qui nous font croire que c'est des personnes qui datent, qui vivent plus à notre époque, alors qu'en fait, elles existent toujours, elle est toujours là, elle est toujours présente, et il faut continuer en fait de non seulement rendre hommage, mais continuer à les montrer, continuer à les mettre en avant, parce que je pense que c'est ce qui va faire qu'on va continuer à inspirer les nouvelles générations pour continuer ces luttes-là, parce qu'elles s'arrêtent jamais en fait. Peut-être tu commençais à parler, Latifa, d'intersectionnalité. Est-ce qu'on commencerait pas à regarder les extraits, la régie ? Quand vous voulez, ouais. Donc c'est vrai qu'on vous a demandé de travailler pour venir à cette émission. Vous nous avez tous les trois choisi un extrait chacun. Alors, des Noirs dans le contexte de la libération de toutes les nationalités opprimées et de la libération de la classe ouvrière. Et voilà, la régie, ils sont au top de toute façon. Ils bossent toute la journée de à peu près 10h jusqu'à 23h. C'est quand vous voulez. On regarde et après Latifa, tu nous expliques. Je crois qu'il faut projeter la libération des Noirs dans le contexte de la libération de toutes les nationalités opprimées et de la libération de la classe ouvrière. France Culture 1975. Elle dit qu'il faut regarder la lutte contre le racisme comme centrale dans la lutte anticapitaliste. Et elle explique pourquoi, d'ailleurs, ceux qui sont au pouvoir, les capitalistes, font tout pour diviser. Ils divisent la classe ouvrière et ils divisent les Noirs contre les Blancs. Et en fait, pourquoi j'ai choisi cet extrait ? Bon, rappelons qu'Angela Davis, on dit que c'est une icône de la lutte antiraciste, anticapitaliste, féministe, anticolonialiste. Et d'ailleurs, elle dit que sa vie appartient à ces luttes. Parce qu'aujourd'hui, on se perd dans des polémiques stériles et contre-productives au sujet d'une prétendue primauté, d'un combat ou d'une domination devant l'autre. On dit la classe plutôt que la race plutôt que la classe, le féminisme contre la classe. Non. Pour Angela Davis, la question ne s'est jamais posée vraiment parce qu'en fait, son enfance a été rythmée par le bruit des attentats du Ku Klux Klan. Il faut savoir qu'elle habitait dans un quartier qui s'appelle Dynamite Hill, à Birmingham, en Alabama, c'est-à-dire la région la plus ségrégée, comme elle dit, des États-Unis à l'époque. Sa grand-mère lui raconte l'esclavage qu'elle a subi. Elle porte ça, il faut quand même se le mettre en tête, Angela Davis. Donc, elle a vécu là-dedans et elle a construit sa pensée à partir de sa vie, à partir du terrain. Bon, très tôt, elle avait 14 ans quand elle a fui, parce qu'elle considérait qu'elle vivait un enfer, hein, les bombardements du Ku Klux Klan, etc., les gens qui étaient obligés d'être armés. Il faut savoir que ses parents étaient enseignants et qui étaient déjà des militants communistes. Donc à 14 ans, elle arrive à décrocher, à faire des études à New York. Et c'est là qu'elle dit, d'ailleurs, à un moment donné, qu'elle comprend. Alors, c'est là, dit-elle, je suis devenue membre d'un mouvement de jeunesse communiste et c'est là que toutes les humiliations de mon enfance ont trouvé une explication. L'oppression des Noirs par les Blancs était sous-tendue par un système capitaliste qui en tirait des bénéfices. Et c'est de là qu'elle explique sa prise de conscience et son engagement politique. Donc l'intersectionnalité, c'est aussi la lutte féministe, où elle explique aussi pourquoi l'exploitation des femmes, la domination, le patriarcat, elle fait le lien avec le système capitaliste. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est très important, je crois, de revivifier la pensée d'Angela Davis, parce que je pense que ça va nous permettre de dépasser nos divisions et de pouvoir mieux avancer. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Qu'est-ce que vous en pensez? Alors l'intersectionnalité, finalement, quand on écoute Angela Davis, elle prend tout son sens, elle paraît évidente. Moi, c'est un concept que j'ai beaucoup étudié, si on peut dire ça comme ça. J'ai aussi beaucoup lu Bell Hooks et puis pas mal de militantes qui parlent de l'intersectionnalité et qui la prônent. Et ça fait intrinsèquement partie en fait de mes propres luttes aujourd'hui. On parlait tout à l'heure d'afro-gameuse. Je veux dire, rien que dans le nom déjà, on comprend de quoi ça parle. On est vraiment dans un cadre de lutte intersectionnelle où on essaye de montrer que non seulement les femmes, mais aussi les femmes noires plus précisément, existent en tant que personnes qui jouent aux jeux vidéo bien sûr, mais aussi en tant que créatrices, en tant que développeuses, etc. Et c'était important parce que le truc à la base, c'est que beaucoup de gens me disent aujourd'hui, oui, mais il y a des combats plus importants. Oui, mais pourquoi est-ce que tu parles pas juste des femmes? Pourquoi est-ce que... Et en fait, le fait d'avoir lu Angela Davis, d'avoir découvert son parcours, c'est clairement quelque chose qui, pour moi, a inspiré le fait de continuer cette lutte-là et de se dire que l'engagement qu'on porte, il est intéressant, et non seulement il est intéressant, il est puissant, et il a le mérite d'exister, en fait. Et c'est vraiment quelqu'un comme elle qui donne la force de pouvoir continuer à porter des sujets comme ça, parce que l'intersectionnalité, finalement, touche tout le monde. Et effectivement, moi, je suis vraiment pour cette espèce de convergence des luttes où on se rend compte que toutes les oppressions, en fait, se forment les unes avec les autres, et que pour les combattre, il faut aussi les combattre les unes envers les autres, tout simplement. Benjamin, tu es d'accord avec cette idée d'intersectionnalité, de convergence des luttes? Toi, c'est des thèmes que des fois aussi tu abordes un peu dans tes vidéos. Alors, toujours avec une vision un peu plus marxiste, mais quand même, c'est des enjeux que tu connais. La preuve que ça va avec une vision marxiste, justement, Angela Davis, quoi. C'est ce que tu viens d'expliquer. Mais en fait, c'est vachement intéressant parce que à gauche, dans les mouvements progressistes, justement, on essaye justement de pas trop que ce soit ça rattaché à un être humain, à une icône, etc. Mais en fait, au-delà de ça, là, ce qu'on voit, c'est que c'est une question d'incarnation. C'est qu'elle incarne déjà parfaitement des idées. Donc, et c'est les idées en fait derrière qui sont aussi importantes et pas juste la figure. Et on dit souvent quelqu'un est de tous les combats. Et là c'est vraiment littéral quoi. C'est-à-dire que c'est vrai et jusqu'à aujourd'hui, comme tu disais avec la Palestine, etc. Et aussi une autre chose, c'est que elle incarne aussi ce passage de flambeau. Et ce que tu disais sur la machination, justement la couverture qu'on a vue tout à l'heure, de cette façon de justement criminaliser les militants avec des méthodes en plus qui étaient vraiment lamentables et qui l'ont rendu aussi, parce qu'elle a surmonté ça grâce à la mobilisation internationale autour de ça. Mais c'est pareil, c'est pas juste elle. Alors, elle incarne aussi la criminalisation des militants. Je crois qu'on a un petit problème avec ton micro, Bolchevik. Ce que je vous propose, on va regarder l'extrait de Jane, et comme ça, pendant ce temps-là, on va changer ton micro. Est-ce que je l'aurais pas éteint ça? Non, en fait, on t'entend, mais ça grésille un peu. On regarde l'extrait de Jane. Jane, t'as choisi, toi, ce visuel, un visuel hyper esthétique aussi, il y a un travail esthétique assez fort, un visuel d'Amnesty. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi t'as choisi ce visuel et avec cette citation? La citation, je n'accepte plus les choses que je ne peux pas changer. Je change les choses que je ne peux pas accepter. C'est clairement quelque chose qui me parle complètement et qui me définit aussi beaucoup dans la manière dont j'ai décidé de commencer à m'engager. C'est un visuel que justement j'ai découvert peut-être autour de 2019, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est quelque chose qui a lancé en moi l'envie de m'engager, parce qu'en 2020, donc, on a tous vu passer la mort de George Floyd et le mouvement Black Lives Matter. Et en fait, c'est un moment qui a été hyper puissant pour moi parce que, effectivement, voir diffuser un petit peu partout la mort de George Floyd, ça a vraiment animé quelque chose en moi. Je pense que voilà, les personnes noires étaient énormément en souffrance à ce moment-là. Et moi, j'en faisais partie. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit en fait que c'était juste pas possible de continuer à avoir de telles atrocités. Et que je voulais aussi qu'on se rappelle que c'est des choses qui arrivent en France. J'ai commencé à suivre également le travail de Assa Traoré sur les violences policières et ce qui s'est passé avec son frère Adama Traoré. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à avoir une véritable prise de conscience. Et la partie où elle dit « j'ai envie de changer des choses que je ne peux pas accepter », c'est réellement ça. C'est comme ça que le militantisme a réellement commencé pour moi. Et en fait, Angela Davis, pour moi, c'est vraiment, oui, le point de départ vers le militantisme. Alors que je savais que certaines réalités existaient, je les ai vraiment
je me les suis prises de plein fouet à ce moment-là, quand j'ai découvert ce visuel-là et avec le contexte politique. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ok, en fait, moi aussi, à ma manière, je vais faire ce que je peux pour faire changer les choses. Donc, sans elle, peut-être même que je ne serais pas là, peut-être même qu'il y a des choses que j'aurais pas commencé à défendre certaines idées. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un que j'ai vraiment envie de remercier en fait aussi pour l'ouverture d'esprit dont elle fait preuve, parce que comme on disait tout à l'heure, encore une fois, c'est quelqu'un qui est justement pour les droits de tous les êtres humains, au-delà de ça, l'écologie, le décolonialisme. Et voilà, juste pour ça, en fait, moi, j'ai vraiment envie de la remercier. Je vois Rokhaya Diallo passer, donc je suis distraite. En même temps, voilà encore une autre militante à moi. Mais en fait, moi, je les vois pas, donc c'est bien que vous me le disiez, parce que moi, je les vois pas. Super. Effectivement, il y a du beau monde. Benjamin, peut-être tu voulais finir ton idée. T'as été coupé, normalement, c'est bon, ton micro fonctionne. Oui, là, c'est bon. Incroyable. Okay. Désolé pour ça. Non, mais en plus, très rapidement, c'était pour dire dans ce qu'elle incarnait, justement, au-delà de la personne elle-même, c'est qu'elle incarne justement cette machination, cette criminalisation qu'il y a eu à cette époque-là. Et elle l'a surmontée grâce à cette mobilisation. Mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est-à-dire que ça n'a pas été la seule. Et tu disais, bon, il y a Abu Jamal, il y a des gens qui sont restés en prison, eux, et il y a des gens qui ont été littéralement assassinés dans les mêmes mouvements. Des gens avec qui elle militait, qui font partie de ce mouvement-là. Donc, quelque part, elle incarne aussi tous ces gens-là. C'est-à-dire qu'elle incarne aussi la mémoire de tous ces gens-là et les combats de tous ces gens-là. Latifa, tu veux rebondir sur l'esthétique? Qu'est-ce que ça t'évoque, cette affiche là que tu vois en face de toi? Qu'est-ce que ça m'évoque, l'affiche? La citation, le visuel Bon, le visuel, alors il faut savoir, je ne sais pas, que quand même les affiches qui ont été faites sur Angela Davis, il y en a eu plusieurs, énormément, ce sont les deuxièmes qui se vendent le plus après celle du Tché. Enfin, je ne sais pas si je vais me corriger, mais c'est ce que j'ai lu. On te croit. Ah oui, hein, c'est ça. Oh, il me semble. Hein. Et ce que ça m'évoque, ça m'évoque les copines de la fac. Hein. J'avais des copines, elles se coiffaient comme ça. Hein, et il y en a qu'on appelait Angela. Hein. Toi aussi, moi aussi, je me suis... C'est bien ce que tu nous avais dit oui, c'est vrai. C'est vrai, complètement. Ouais. C'est pas un hasard si aujourd'hui je porte mon afro aussi. Si même j'ai commencé aussi à porter l'afro, parce que ça aussi, c'est clairement un objet politique. C'est ce que disait, oui. C'est ce qu'on disait, voilà. Ça a aussi un effet avec ça. C'est au-delà des idées qu'elle incarne, rien que son physique aussi permet à d'autres personnes de pouvoir s'identifier et s'assumer plus pleinement dans un cadre sociétal où on nous dit tu dois ressembler à ça. En fait, non. Je vais ressembler à Angela Davis et moi aussi, je vais prendre en fait une décision politique rien que par ma propre esthétique. Oui, vas-y, Latifa. Oui, justement, par rapport, alors, pour montrer, disons, l'actualité, la modernité de sa pensée et la continuité, c'est quand même, on peut dire que ces thèses se retrouvent aujourd'hui dans les mouvements d'émancipation Black Lives Matter et MeToo, par exemple, qui sont pourtant des mouvements des années 2000 et qui sont fortement inspirés par ce qu'elle a toujours défendu. D'ailleurs, alors, elle est venue l'année dernière, Angela Davis, et elle avait donné une conférence et elle avait dit, par rapport à ces mouvements, elle avait dit on peut cultiver cette attitude-là en France, faire confiance à l'intelligence des gens, à la créativité collective des solidarités. Et elle a donné l'exemple de la bataille des femmes de chambre de l'hôtel Batignolles. Et il y en a, ça c'était à l'époque, parce que quand elle était venue, il y avait ça. D'ailleurs, on sera Rachel Keke demain, normalement, pour notamment parler de ça. Aujourd'hui, à Marseille, c'est le Radisson Blu. Bon, donc, c'est vraiment... Et elle dit, elle a trouvé admirable cette bataille pour montrer comment ces femmes-là, de couleur, etc., ouvrières, ont réussi à faire plier un grand groupe hôtelier après 22 mois de lutte. Et donc, elle était très contente parce qu'elle se rend compte que finalement, sa pensée, elle se traduit dans les luttes aujourd'hui, dans les luttes ouvrières, dans les luttes des femmes ouvrières et des femmes noires ouvrières. Et c'est là où cette question d'intersectionnalité, on ne devrait même pas en débattre parce qu'elle est sur le terrain. Voilà, donc, oui, ce que tu disais par rapport au black féminisme, j'appelle ça le black féminisme, elle a expliqué, en fait, qu'à l'époque, dans son parcours de militante... Il y a Assa Traoré derrière nous, décidément, ça n'arrête pas de s'enchaîner. Il a fallu qu'elles se battent, que les femmes se battent contre leurs copains noirs. Ouais. En fait, parce que, soi-disant, leur combat de femmes mettait en cause leur masculinité. Donc, je sais pas si... Donc, vraiment, et on en est là encore aujourd'hui.
Voilà. Peut-être on va regarder ton extrait, Belgique. Alors, Benjamin, parce que je crois qu'il n'y a pas de son. Donc on le regarde ensemble et tu nous le commandes, t'expliques pourquoi tu nous l'as choisi. Est-ce que la régie, vous êtes prêt à l'envoyer? Il n'y a pas de son. Ouais, le son est pas, je l'ai enlevé même. En fait, tu m'avais demandé des exemples vraiment pop culture. Et qui soit visuel. Et alors en fait c'est un exemple qui peut être assez anecdotique, mais c'est une série qui s'appelle Hunters, qui a été produite par, c'est une série sur des chasseurs de nazis, totalement fictive, qui est produite par Jordan Peele, donc qui est quelqu'un qui met souvent justement des questions politiques et notamment liées au mouvement afro-américain dans des trucs très pop culture. Et il y a un personnage dans cette équipe de chasseurs qui est donc Roxy, et qui est un personnage, vous voyez même les visuels et tout. Alors là on voit par exemple sur cette image les panneaux emblématiques de cette époque-là des mouvements politiques afro-américains. Et on a vu aussi un petit peu avant, c'est un truc très pop et très fun, hein, il y a de la bagarre et tout. Des affiches qui renvoient beaucoup à l'esthétique années 70, notamment de la Blaxploitation, qui est aussi un imaginaire qui a contribué à mettre en avant cet archétype en fait de look, parce que c'est aussi un cinéma où on commençait à avoir des héroïnes noires, badass, vraiment où il y avait ce truc-là, et donc qui a convergé aussi un petit peu et qui renvoie à cette époque et qui est là on le voit, c'est qu'on ne peut pas dissocier du côté politique, ou alors il faut vraiment faire un énorme effort de dépolitisation pour réduire à l'esthétique. Et je ne l'ai pas pris au hasard non plus parce que l'actrice qui s'appelle Tiffany Boone, qui est une jeune actrice américaine, a préparé le personnage. Alors c'est pas Angela Davis, mais elle a dit moi j'ai préparé le personnage en regardant les interviews d'Angela Davis et d'autres leaders comme ça, des Black Panthers, etc. Et elle a vraiment été chercher volontairement l'aspect politique de ce truc-là, même si c'est une série vraiment très popcorn et tout ça. Donc j'ai vraiment trouvé cet exemple-là parce que justement je trouve que ça montre que il y a toujours cette contradiction un petit peu qui est difficile à dépasser entre quand quelque chose devient une icône pop, c'est-à-dire vraiment une esthétique des années 70 qui renvoie à ça. On pourrait rajouter aussi toute l'esthétique du radicalisme justement militant de cette époque, avec dans les films où on va avoir des personnages, et notamment les personnages masculins avec les bérets, les ranjos, etc., qu'on peut retrouver un petit peu, qui renvoient à ça. Il y a une forme de dépolitisation et de réduction à la posture et à l'esthétique, et quelque chose de nostalgique. Mais en réalité, c'est en tension avec le fait qu'on ne peut pas complètement sortir ça d'une histoire. Des combats, et que ça continue aussi à les faire vivre. Et alors l'autre exemple, du coup j'ai pas pu prendre cet autre exemple, mais parce qu'il n'est pas visuel, mais Angela Davis dans la pop culture, c'est aussi beaucoup dans la musique. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de chansons sur elle, et notamment des chansons de Yoko Ono et John Lennon et des Stones, quand même. Enfin voilà, c'est quand même pas rien quoi, d'avoir des chansons de ça. Donc il y a eu vraiment ça fait partie de la mobilisation en fait autour de ces questions-là. Il y a eu aussi une mobilisation dans le domaine culturel et artistique. Et je rajoute un truc pour la France, parce que des fois on s'en souvient pas, mais la chanson Lily de Pierre Perret. Alors bon, Pierre Perret maintenant il est un petit peu voilà, loin de ça, mais dans Lily, le troisième couplet, le personnage de Lily va aux États-Unis et rencontre Angela Davis, qui est citée nominalement, et ça finit sur la solution de la chanson. En fait, comment Lily s'en sort, c'est elle lève le poing et voilà. Et ça, on a un peu oublié ça, qu'en fait, elle est vraiment présente beaucoup aussi dans la musique à ce moment-là. Et pareil, dans une forme d'incarnation de combat de l'époque. Et je rajoute juste un petit truc, justement, parce qu'on avait parlé tout à l'heure, et sinon je vais oublier, et parce que tu prenais l'exemple de Valérie Pécresse. Voilà, justement. Peut-être tu veux en parler. Non, mais vas-y. Allez-y. Sur cette idée d'archétype qui est que en fait toutes les figures historiques et notamment de lutte, là, le Che, etc., tout ça deviennent des figures pop à un moment, et qui peuvent un peu être dépolitisées et qui du coup deviennent un petit peu neutralisées dans un certain sens. C'est très criant avec Martin Luther King, où l'image qu'on a gardée de lui, qui est présentée aussi dans les imaginaires, est une image très très modérée, très policée. C'est le cas avec Mandela aussi, alors que pareil, quand même il était en prison, il était traité de terroriste, il était proche du Parti communiste aussi. Enfin, c'est toujours un peu les mêmes trucs qui disparaissent, quoi. Martin Luther King, c'est pareil, c'est les engagements un petit peu socialisants et les engagements contre la guerre du Vietnam qui ont été un petit peu effacés. Et voilà, ça c'est un truc qui se retrouve souvent dans ces figures-là, et qui n'est pas possible ou très difficile avec Angela Davis, parce que justement elle est toujours là, elle n'a jamais lâché l'affaire, et elle est toujours entre guillemets
subversive et comme elle l'était à l'époque. Et ce qui fait que, par exemple, elle a atteint ce statut d'icône, mais on se retrouve en France avec Valérie Pécresse qui veut pas qu'on nomme c'était un lycée, je crois. C'est un lycée. Ouais. Angela Davis, parce que son discours sur l'actualité aux lois de la République. Contraire aux lois de la République. Donc voilà, donc on refuse et du coup c'est devenu Rosa Parks. Et ce qui est pareil, ce qui dit beaucoup, c'est que Rosa Parks, c'est pareil, quelqu'un dont on a retenu dans l'imaginaire cette dame qui a refusé d'aller au fond du bus un jour, comme si en fait c'était une personne lambda qui en a eu marre de l'injustice, etc. Et on a gommé le fait que Rosa Parks était une activiste. Oui, c'est ça. Exactement. Et en fait, c'est un acte qui s'inscrit dans un mouvement et qui était organisé. Rosa Parks, c'était pas juste une petite dame qui un jour a subi une injustice et en a eu marre. Et qui n'a fait que ça d'ailleurs, parce qu'elle a continué de lutter juste après. Ouais. Voilà, exactement. Et sauf que du coup, on peut la polisser et dire non, Rosa Parks, ça va pour faire un lycée. Valérie Pécresse, elle est d'accord, parce que justement, on a dans cet imaginaire l'idée qu'on en a une version un petit peu qui tranquillise un peu le pouvoir, qui tranquillise des gens qui les auraient foutus en tôle en fait à l'époque, parce que c'est les mêmes réactionnaires et les mêmes pouvoirs qui auraient fait ça, mais qui peuvent dire voilà. Et j'ai vu que ce que c'est cette citation, je l'aime bien, c'est qui dit que pour les modérés ou les gens qui sont au pouvoir maintenant, ils sont toujours pour les mouvements de lutte et des droits civiques qui sont passés et jamais pour ceux de maintenant. Ah bah oui. Et les radicaux, c'est l'inverse, c'est-à-dire que nous, on est toujours pour ceux de maintenant. Et voilà, donc j'ai l'impression que ça se transmet beaucoup par ces archétypes-là. Je suis assez... Allez-y. Je suis assez d'accord avec ça parce que, juste pour revenir sur Rosa Parks d'ailleurs, elle n'était pas la première femme qui décidait de ne pas s'asseoir derrière. Il y avait une jeune femme avant elle, je crois que son nom c'était Claudette, et je ne me rappelle plus de son nom de famille, mais parce que Rosa Parks incarnait justement déjà ce militantisme, et que c'était pas, elle représentait quelque chose et elle était très active, ils ont décidé de plutôt utiliser l'image et de porter ce message-là, enfin, en gros de le faire incarner par Rosa Parks, parce que ça allait avoir plus d'ampleur en fait, tout simplement. Et au-delà de ça, je trouve assez intéressant le fait qu'effectivement c'est la radicalité en fait d'Angela Davis qui était complètement questionnée et qui ne voulait pas être acceptée. Dans le même sens, on a des personnalités comme Mohamed Ali ou Malcolm X, où eux on les a plutôt finalement pour eux c'est l'incarnation justement du radicalisme qu'on va pas mettre en avant de la même manière qu'on met en avant Rosa Parks ou encore Angela Davis. Et je trouve que c'est quelque chose qui persiste encore énormément aujourd'hui, dans le sens où l'autre jour seulement je regardais une émission et je voyais Rokhaya Diallo donc, qui parlait de tout simplement des personnes noires et des personnes blanches. Et j'ai vu sur le plateau que ça avait complètement... En fait, le débat, les personnes s'insurgeaient du fait qu'on puisse qualifier les blancs et les noirs, alors même que, en fait, comment est-ce qu'on peut adresser ces questions-là si on n'arrive même pas à mettre les termes sur les mots, en fait, alors que de base, ce ne sont même pas les noirs qui ont décidé cette appellation-là, ce sont les blancs qui ont décidé pour eux. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui font aussi que c'est des sujets que Angela Davis adresse depuis très longtemps et qui continuent de persister aujourd'hui, alors même que ça fait des dizaines d'années qu'on en parle. Et c'est important d'avoir une figure qui reste aussi stable dans son discours pour justement continuer à inspirer en fait les personnes qui continuent ces luttes-là, je trouve. Latifa, tu voulais rebondir ? J'avais juste une anecdote que j'avais oubliée tout à l'heure. On adore tes anecdotes, Latifa. Angela Davis, elle est venue plusieurs fois en France, et quand elle était venue pour faire ses études à la Sorbonne, elle raconte, elle est venue à Paris pour ses études, on m'a prise pour une Algérienne et traitée comme telle, moi qui pensais de façon naïve que le racisme n'existait pas en Europe, j'ai déchanté. Voilà, donc je voulais citer cette phrase parce qu'en fait, elle a dit dans un contexte, c'était dans une interview, où elle avait pris conscience à quel point elle avait une notoriété mondiale et du coup, elle se sentait une responsabilité par rapport aux autres peuples et à l'image qu'elle pouvait incarner. Et c'est un peu pour cette raison-là qu'elle a été très choquée par la façon dont elle a été accueillie. Enfin, elle a subi le racisme quand elle est venue en France quand même. Et c'est pour ça qu'elle fait le lien aussi entre lutte antiraciste et lutte anticoloniale. Pourquoi une Algérienne ? C'est pas seulement par rapport au racisme, parce que c'est un pays qui était nouvellement indépendant, qui était une colonie française, etc. Donc voilà, l'un dans l'autre, la boucle est bouclée. Mais je pense que c'était important de rappeler ces aspects-là. En fait, elle a tellement suscité... Quand elle a été en prison, elle a suscité un très fort mouvement de mobilisation pour sa libération. Et elle l'a ressenti presque comme une dette par rapport aux gens.
Et elle dit « J'étais devenue un symbole à détruire. J'ai compris que je ne pouvais pas m'écrouler. Malgré moi, je représentais la cause de millions de personnes qui me soutenaient en Inde, en Afrique, aux États-Unis, en France. Et jusqu'à aujourd'hui, on sent qu'elle porte cette charge quelque part. Et en même temps, tous ces messages qu'elle veut transmettre et qu'elle transmet absolument magnifiquement bien. C'est vrai qu'elle parle très très bien, ses messages sont très clairs. Ouais. On ne peut qu'être d'accord avec Angela Davis quand on l'entend. Oui, c'est vrai, c'est difficile. Alors, ne pas oublier son livre, bon, bah, elle l'a dit tout à l'heure, on l'a rappelé, mais son livre Femme, race, classe, qui est une bible, hein, moi je dirais, qui est sorti en 81, mais qui a été traduit en France, donc qui est paru en France en 2022, et qui reste d'une actualité absolument... enfin, c'est un livre indispensable. J'ai moi-même été acheter un de ses bouquins tout à l'heure à la fête de l'UMA dans l'espoir de me le faire dédicacer. On va voir si c'est possible. Elle a fait la préface d'un livre justement pour ce Mumia Abu Jamel qu'elle dédicace au village du livre. Ah, peut-être c'est le créneau. Jane, je te laisse la parole. Tu as commencé un petit peu à parler de ton travail à Afrogameuse. Comment ton amour d'Angela Davis a influé sur ta volonté de fonder cette association? Peut-être tu peux nous rappeler un petit peu ce que vous faites et un peu nous rappeler la genèse de cette association. De l'asso. En gros, moi j'ai décidé de me lancer pour créer cet asso Afrogameuse parce que tout simplement je suis une joueuse. Je joue depuis mon enfance et en fait c'est vraiment à travers le jeu vidéo que j'ai découvert le racisme. C'est-à-dire que je jouais aux jeux en ligne avec plein d'autres gens dans le monde entier. On discutait en anglais et puis parce que je jouais à un personnage noir, on a commencé à me balancer des N-words par-ci par-là. Parce que j'étais une femme et que je portais un pseudo féminin, en tout cas à consonance féminine, pareil, on m'insultait avec des phrases sexistes et misogynes. Et en fait, c'est vraiment le mix des deux que j'ai vécu et que j'avais jamais vécu dans la vraie vie avant. C'est-à-dire que ma première confrontation au racisme et au sexisme, donc à la misogynie noire en fait, je l'ai eue à travers les jeux vidéo. Et je pensais vraiment, pendant longtemps, être la seule à avoir vécu ça et à me dire c'est pas vraiment un sujet pour les autres, voilà, il n'y a que moi qui pense ça. Et puis c'est vraiment en appelant les personnes autour de moi et en utilisant les réseaux sociaux, la vie en ligne, que j'ai cherché à savoir est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vivent ça. Et effectivement, j'ai découvert que c'était le cas et que je n'étais pas la seule, avec des témoignages de plusieurs femmes noires qui m'ont répondu. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un discours qui était complètement effacé. Et je me suis rappelé à ce moment-là, évidemment, de la lutte d'Angela Davis et de ce qu'elle incarnait, qui parlait donc de misogynie noire depuis hyper longtemps. Et rien que le fait de savoir que quelqu'un en a parlé avant, ça a fortement influé sur le fait que je voulais que ce discours, que cette réalité-là, elle soit plus mise en avant. Et donc, cette accumulation du racisme et du sexisme que j'ai pu vivre et que plein d'autres femmes ont pu vivre, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de porter et que j'avais envie de porter en France, dans un pays où je trouvais qu'on ne parlait pas assez justement de cette intersectionnalité-là précise. Et le fait de savoir qu'encore une fois, Angela Davis en parlait déjà, ça m'a inspirée à tout simplement devenir en quelque sorte un porte-parole sur ces sujets. Et aujourd'hui, tu vois, on parle beaucoup du sexisme, évident que vivent les femmes dans le monde du jeu vidéo. Mais on ne parle toujours pas assez, je trouve, des problématiques racistes qui existent et qui pourtant sont réelles et qui sont en fait devenues complètement banalisées. Et moi, avec Afrogameuse, j'ai vraiment voulu mettre ça en avant, porter ce discours-là et surtout le ramener à la France et qu'on se confronte un peu aux problèmes qu'on a sur notre propre territoire et non pas que à ceux qui se passent aux États-Unis. Évidemment, c'est important d'avoir des figures internationales et emblématiques comme Angela Davis, mais on a aussi des figures françaises ici qui parlent de ces choses-là et des figures françaises qui luttent en fait au quotidien contre le racisme et le sexisme. Rien que récemment, il y a une nouvelle asso anti-HSM, enfin un nouveau hashtag qui est sorti anti-HSM qui lutte contre la misogynie noire qui a pris forme. Et c'est bien pour montrer que cette lutte, en tout cas cette oppression, elle est permanente. Elle est permanente et moi aujourd'hui, ce dont j'ai envie, c'est vraiment que les personnes se rappellent de ça, du fait qu'on ne vit pas tous à la même enseigne, malheureusement, et que, comme Angela le dit si bien, en fait, on a besoin que le monde entier se sente concerné par ces luttes-là et que ces oppressions-là, elles nous concernent vraiment, nous tous et toutes. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué justement quand j'ai lancé Afrogameuse. J'ai lancé un mini Kickstarter, une mini campagne de crowdfunding à l'époque. Et c'était pas juste des femmes ou des femmes noires qui ont
donner de l'argent pour cette cause-là. C'était vraiment tout le monde. Et c'est ce qui m'a vraiment permis aussi de croire, à me dire que ce genre de projet peut exister, a le droit et mérite en fait d'exister, de prendre place dans cet univers, même si il s'agit de lutte digitale, entre guillemets, et le digital fait partie intégrante de nos vies. Et en fait, c'est important pour nous de se rendre compte que ça a un impact sur nos vies et rappeler aux gens aussi qui jouent en ligne, typiquement, qu'elles doivent faire attention à la manière dont elles parlent et qu'on est tous différents, mais qu'on appartient à une même humanité qui a le droit d'exister sur le même sol. Tout simplement promouvoir en fait cette tolérance-là, et c'est vraiment Angela Davis qui m'a enseigné ça, quoi. Si je reprends un peu l'intitulé de l'association, il me semble que vous militez à la fois pour plus de représentation des personnes noires, mais aussi dans les conditions de fabrication. Complètement. En quoi c'est important de lier les deux, expliquer Le lien est simple, c'est simplement que les personnes qui font les jeux aujourd'hui dans l'industrie du jeu vidéo, c'est 75% d'hommes, ce sont 90%, on va dire, peut-être 95 même, de personnes blanches aussi. Et on sait que quand tu crées une œuvre, en fait, tu fais passer tes propres messages dans les œuvres que tu crées. Donc les représentations que tu vas proposer dans tes jeux, elles vont avoir une influence parce qu'elles vont porter certains messages. Tu joues à Call of Duty demain, Call of Duty, ça porte un message. Tu joues à n'importe quel autre jeu, c'est des messages en fait politiques qui sont envoyés. Et donc le fait de ne pas pouvoir se voir à travers les personnages qu'on va proposer, par exemple, de ne voir principalement que des personnages blancs ou que des personnages masculins, ça va te faire croire que tu n'existes pas en fait dans ces espaces-là. Et c'est pourtant si important de se voir dans les espaces qu'on consomme, parce que c'est des choses qu'on consomme au quotidien. On achète ces jeux-là, que ce soit pour le cinéma, la musique ou les jeux vidéo. On les achète et on les consomme. Et aujourd'hui, la population des joueurs de jeux vidéo, elle est mixte, elle est extrêmement diverse. Les gens du monde entier jouent, depuis l'Afrique en passant par l'Asie, vers les États-Unis et l'Europe. Du coup, moi, je pense vraiment que les jeux vidéo peuvent contribuer en fait à changer le monde d'une certaine manière à travers les représentations qu'elles proposent. On voit par exemple l'impact qu'a eu Netflix. Netflix, justement, s'est démarqué non seulement en étant une plateforme de streaming, mais aussi parce qu'il proposait du contenu enfin diversifié, qui pouvait parler aux gens de la communauté queer, les personnes issues de la diversité de manière générale. Et donc ça a réellement un impact sur les gens. Le jeu vidéo est capable de faire la même chose, je pense, surtout parce que c'est vraiment un média qu'on peut utiliser pour incarner des réalités différentes. Le fait de pouvoir jouer un personnage trans, de pouvoir jouer des personnages de toutes origines, de ne pas continuer à créer ce que j'appelle l'arabistan dans les jeux de guerre, par exemple. C'est vraiment plein de sujets comme ça qui font vraiment partie du jeu vidéo, mais dont les gens ne se rendent pas forcément compte. Et je pense qu'il faut continuer à faire conscientiser ça. Et le message que j'ai envie de porter, c'est ça, c'est de vraiment penser au fait que le média qu'on consomme a un impact sur nous et que c'est important d'avoir des représentations non seulement positives, mais aussi des représentations authentiques et justes. Et moi, c'est mon travail aujourd'hui de justement aider les développeurs à faire ça. J'ai d'abord créé l'association Afro-Gameuse pour créer une communauté et puis faire prendre conscience en fait de la toxicité qui existe dans ces milieux-là. Et au niveau de mon travail, j'aide vraiment sur les représentations même dans les jeux parce que c'est quelque chose qui m'anime et je vais continuer de le faire dans le futur. Bravo. Bravo. Latifa, tu connaissais Afro-Gameuse, tu connaissais non, l'association ? j'ai découvert grâce à cette émission, mais vraiment bravo pour ce travail. C'est extrêmement important parce qu'on est en plein dans la bataille des idées. Exactement. La bataille médiatique, la bataille des idées que la gauche a perdu, est en train de perdre. Et je trouve que c'est formidable ce que vous faites en tout cas. Voilà. Alors, j'avais pensé pour revenir à ce que disait Angela Davis, à ce qu'elle a dit tout à l'heure, à l'Agora. Depuis quelques années, elle est là d'ailleurs pour ça, mais depuis quelques années, elle porte 3 combats. Les violences policières, c'est parce que tu en as parlé tout à l'heure, bien sûr, aux États-Unis et en France. Elle était venue, d'ailleurs, elle en avait parlé quand il y a eu l'affaire George Floyd. On a eu aussi, nous, ici, des affaires. Le milieu carcéral, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'est mobilisée. Elle se mobilise actuellement pour la libération de Mumia Abu Jamal. Et la Palestine, n'oublions pas la Palestine. Elle l'a dit tout à l'heure. Et c'est là où on voit comment la bataille des idées, elle a complètement aujourd'hui, du fait que c'est la droite et l'extrême droite qui dominent dans la bataille des idées, ils ont inversé les valeurs. Comment aujourd'hui on se retrouve dans une situation où porter un drapeau palestinien et
revendiquer un cessez-le-feu aujourd'hui à Gaza peut être considéré comme antisémite ou anti... Voilà. Donc, je voulais souligner ça parce que Angela Davis a insisté aussi et je pense que pour nous, c'est important de le rappeler. Un peu le chat après. Je voulais revenir vers toi, Benjamin. On parlait des conditions de production des objets de pop culture. Toi, c'est un truc qui t'intéresse très particulièrement. Tu fondes une grande partie de ton travail là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi c'est si important dans le jeu vidéo, comme le disait Jen, mais globalement dans les séries, dans les films, dans la musique Déjà pour ce que tu as dit, c'est-à-dire les questions effectivement de représentation dans le média lui-même et et qui c'est lié en fait et dans les équipes évidemment, et parce que ça fait c'est là aussi où se joue la bataille culturelle et comment dire justement, c'est pas pour faire le vieux marxiste, mais c'est qu'il y a un peu cette idée-là, c'est-à-dire qu'en fait, on peut toujours dire oui, il faudrait plus de ci ou ça, d'un point de vue un peu, comment dire, moral, de dire faudrait plus représenter ci, ou en tout cas de manière moins stigmatisée et tout. Mais si en fait, dans les équipes, il n'y a pas des personnes qui sont sensibilisées à ça et surtout qui sont concernées par ça, et ben ça va jamais être fait d'une manière qui est très intéressante, ou voire ça va pas être fait du tout. Et en même temps, c'est toujours associé à comment est l'industrie. Et c'est là en plus où c'est pareil, ça rejoint des questions de croisement avec la question de l'anticapitalisme, la question même de l'écologie, du féminisme, enfin tout quoi, ce qu'on dit depuis le début. Parce que tu vois, je prends l'exemple de Netflix. Et que effectivement dans le jeu vidéo des choses qui se passent, en fait Netflix, s'il y a des efforts qui sont faits sur ces sujets-là, c'est pas par bonté d'âme des actionnaires de Netflix, tu vois. C'est évidemment, je pense que tout le monde est conscient de ça, et c'est lié à plusieurs choses qui sont que, en fait, il y a un public qui a évolué, qui en demande, et il y a aussi des créatifs qui ont évolué. Et Netflix, d'un point de vue purement capitalistique, en fait, ils sont obligés de se dire, écoutez, les gens maintenant ils sont ouverts à ça, même ils veulent de ça, et en plus c'est bon, sans rentrer dans les détails, c'est une plateforme, donc ils ont un intérêt à ouvrir en fait avoir de la diversité dans leur catalogue en fait pour une raison qui est bassement matérielle, mais en réalité c'est aussi ça qui fait des portes ouvertes pour un public qui était en demande de ça, et aussi pour des créatifs qui voulaient faire ça. Jordan Peele sur cette série, alors c'est Amazon je crois la série, mais voilà, c'est donc pas plus capitaliste que ça, mais Jordan Peele lui il le fait pas parce que c'est un truc qui marche, il a toujours parlé de ça. C'est des sujets qui lui tiennent à cœur, juste maintenant il a une porte ouverte. Et les gens se rendent pas forcément compte, notamment les gens qui critiquent le fait que ça serait fait pour des raisons commerciales et tout. En fait, le fait qu'il n'y avait pas par exemple ce type de représentation avant, c'était aussi pour des raisons commerciales en fait. C'était aussi que les médias étaient détenus par des gens qui disaient non, si on met des questions LGBT ça va faire un tollé, le public veut pas, si on met des personnages noirs mais qui sont pas mais alors ok mais pas dans le rôle titre, enfin genre vraiment c'est très criant l'évolution. Et moi je rappelle toujours ce truc, par exemple le code Hays qui était un code d'Hollywood et qui a marqué énormément la culture populaire américaine, qui était un code de censure qui interdisait ces représentations là formellement, et qui a du coup créé des archétypes, des réflexes, etc. Et du coup maintenant, y a des portes qui s'ouvrent dans ces industries-là, il y a des gens qui s'engouffrent dedans, quoi. Et ça, c'est important, mais c'est toujours permis par des conditions matérielles. Et d'ailleurs, si on veut aller plus loin, en fait, en réalité, il faudrait aussi remettre en cause le fait que on est dépendant de plateformes qui ont aussi des réflexes capitalistes et qui le font que tant que ça leur rapporte de l'argent, et qui vont lâcher le truc dès le moment où ils considéreront que c'est plus intéressant pour eux. Et voilà, il y a plein de choses. Voilà, c'est aussi un combat qui n'est pas qu'un combat culturel, qui est un combat aussi au sein même des gens qui travaillent là-dedans, quoi. Bien sûr, je pense qu'il y a vraiment un enjeu d'empouvoirer en fait les personnes minorisées pour qu'elles arrivent à créer ces œuvres-là, si on veut justement sortir un peu de ce fond ces objectifs capitalistiques, parce qu'il y a une vraie problématique d'accès non seulement à l'éducation, mais aussi aux finances nécessaires pour se mettre à créer un jeu ou faire un film, etc. Je pense qu'il y a une vraie demande aussi. Et aujourd'hui, alors je parlais tout à l'heure de Netflix, mais évidemment, je pense qu'il y a des ambitions aussi commerciales et marketing pour Netflix et pour tous ceux qui font ça. Mais au-delà de ça, je pense que c'est quelque chose qui, malgré tout, fait évoluer les représentations. Parce qu'on est passé de pas de représentation du tout à plus de représentation, certes, mais quel type de représentation est-ce qu'on a aujourd'hui ? Ce sont principalement, honnêtement, des choses
qui pour moi restent assez superficielles et qui ne sont pas forcément authentiques. Par exemple, demain, pour moi, il y a un énorme marché pour la représentation des cultures africaines, par exemple, qui est sous-exploité aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'on ne voit pas assez l'Afrique dans la pop culture de manière générale? Eh bien, parce que voilà, on connaît les difficultés qui sont propres au continent, mais en réalité, le fait d'avoir un exemple comme Black Panther qui a pu autant impacter le monde entier, et pas que les personnes noires, et c'est ça qui est tellement important à dire, parce que oui, les représentations comptent et elles impactent finalement tout le monde, bah, c'est hyper puissant en fait. Et je pense vraiment que si on veut aller vers des représentations plus justes, il faut aussi passer par le fait de donner des finances, de l'argent aux personnes concernées, et aussi tout simplement leur fournir les droits qu'elles méritent d'avoir aussi pour arriver à là. Angela qui repasse derrière nous, je suis désolé, mon regard est forcément attiré par elle. Merci beaucoup Jane. Il y a une question du chat, je crois qu'il voulait revenir sur ce que tu disais, Latifa, une question de Master Chief. À quel moment la gauche est en train de perdre sur les idées? Je crois que c'était toi qui disais ça, non? Je me trompe peut-être? À quel moment la gauche est en train de perdre sur les idées? Ouh là là, il faut refaire une émission là. tu as 5 minutes devant toi, pas plus. Non, en fait, non. Déjà de fait, objectivement, il faut quand même savoir que 90% des médias sont entre les mains de grands multinationales capitalistes. Que Bolloré, à lui seul, il détient plus de 50% de la scène médiatique, de la presse, etc. Bon, donc, en fait, déjà, dans les faits, et objectivement, les idées, elles passent aussi par les médias, par les livres. Et les médias, les livres, Bolloré, il en détient plus de 50%. Les médias indépendants, les médias d'opinion comme l'Humanité, les médias indépendants, il y a d'ailleurs le village des médias indépendants, là, ici, ils sont combien? Ils représentent même pas 10%. Ce qu'on appelle les médias indépendants, c'est ceux qui ne sont pas financés par des gros groupes financiers. Et un gros groupe financier qui finance un média, et il va automatiquement imposer une ligne éditoriale et vouloir que ce soit ses idées qui soient défendues. On l'a vu. On a vu ce qui s'est passé avec Europa. On a vu la grève du JDD. Donc déjà là, en ce sens, en fait, quand je dis que la gauche a perdu, je me suis peut-être mal exprimée. Oui, mais en même temps, d'une certaine façon, la gauche, elle a passé beaucoup de temps à se diviser et à se disputer justement sur des questions dont on parlait tout à l'heure, stériles. Ouais, la classe, la race, le ci, le ça. Donc ça aussi, c'est une façon de s'affaiblir. Angela Davis, elle a encore redit, il faut s'unir. Nous devons nous unir. Ils sont trop forts. Donc c'est en ce sens. Donc arrêtons de batailler les batailles d'ego, d'avoir trop de candidats à des élections, alors qu'on pourrait s'unir. Bon, on l'a réussi avec le NFP. Là, c'est vrai que pour le coup, on a gagné et que c'est pas nous, c'est Macron qui s'est allié avec la droite et avec l'extrême droite pour nous imposer Barnier. Je veux bien, mais il faut reconnaître quand même que la gauche a aussi sa part de responsabilité. Voilà. Très bien. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Je vous propose, il nous reste une question, je pense qu'elle va nous prendre du temps. Tous les trois, vous avez beaucoup parlé de ce qu'incarnait Angela Davis. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une figure qui pourrait représenter ce que représente Angela Davis? La réponse est non, d'accord. Mais est-ce qu'il y a des personnalités qui émergent? Est-ce que dans 10 ans, on se rappellera d'une personnalité comme on se rappelle aujourd'hui d'Angela Davis? Moi, j'en ai une. Vas-y, Latifa. Moi, je dis Sophie Binet. Pour moi, Sophie Binet, non mais c'est vrai, je ne sais pas, mais aujourd'hui, pour moi, Sophie Binet, elle incarne vraiment l'espoir pour demain. Dans ce qu'elle porte, dans ce qu'elle fait, le mouvement social, le rôle qu'il a joué dans la constitution du nouveau Front populaire, c'est-à-dire d'une union de la gauche aux législatives, vraiment, un mouvement comme la CGT, mais le mouvement syndical, le mouvement social et le mouvement citoyen ont porté cette union, et il faut qu'ils soient toujours là pour continuer à porter l'union, le rassemblement. Et je pense que Sophie Binet est vraiment une personne qui porte ça et qui le porte très bien. Ça tombe bien parce que Sophie Binet sera l'invitée ce soir de Backseat. Donc ce ne sera pas sur notre chaîne, ce sera la chaîne de Backseat, mais je pense que c'est des questions qui seront évoquées. Sophie Binet, vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez une autre idée? Benjamin? Jane, comme vous voulez.
moi j'ai quelqu'un, mais parce que voilà, c'est aussi une personnalité française que j'admire énormément, c'est Rokhaya Diallo. Qu'on a vu passer derrière. J'ai vu passer vraiment 2 icônes en une journée, là, c'est fait compliqué beaucoup. pour moi. C'est la fête de l'humain. Oui, c'est vrai, c'est le meilleur endroit en fait pour ça. Ouais, pour moi, Rokhaya Diallo, parce que pareil, elle incarne des idées très similaires à celles d'Angela Davis, même si dans son parcours de vie, les réalités sont pas du tout différentes, mais elle correspond vraiment aussi aux luttes de notre époque et à ce qu'on vit à notre époque. Je pense aussi à Assa Traoré par rapport à toute la lutte qu'elle porte aussi vis-à-vis des violences policières, qui est extrêmement fort dans l'incarnation aussi de ces idées-là. Et vraiment, pour moi, Rokhaya Diallo, c'est un général qui est au front, qui a été envoyé au front, pas seulement pour représenter les femmes, pas seulement pour représenter les personnes noires, pas seulement pour représenter les musulmans, mais vraiment pour porter la voix de toutes les populations oppressées et de toutes les luttes en fait pour lesquelles on a envie les causes pour lesquelles on a envie de se battre aujourd'hui. Elle parle évidemment d'écologie, elle parle de la lutte antiraciste, des droits des femmes. Et elle le fait vraiment en ayant les yeux rivés sur elle. Et tous les jours, on la voit passer dans les médias, confrontée à des détracteurs qui sont complètement en opposition à ce qu'elle dit. Et elle perdure depuis plus de 15 ans. Elle écrit des livres pour continuer à instruire les gens sur cette thématique-là. Et pas que des livres sociologiques. Elle essaie aussi de nous instruire juste à travers des œuvres de la pop culture. Elle écrit des BD. En fait, elle fait un travail qui, pour moi, est vraiment complet. Et qui, justement, va avoir aussi une portée internationale. Elle a commencé à écrire au Washington Post, au Guardian. Pour moi, c'est quelqu'un dont on se souviendra aussi dans 50 ans, dans 100 ans, parce qu'elle s'est vraiment installée. Et on n'attendait pas quelqu'un comme elle pour porter autant nos idées, avec autant d'éloquence aussi, il faut le dire, et autant de patience. Parce qu'il faut énormément faire preuve de patience quand on est Rokhaya Diallo face à l'adversité, je trouve. Benjamin, Sophie Binet, Rokhaya Diallo, quelqu'un d'autre? Moi, j'aurais pas d'exemple justement parce que je me dis que une figure comme ça, en fait, ça naît organiquement des mouvements et de la lutte. Et à la limite, je pourrais dire, je suis peut-être un peu cucu là-dessus, mais je me dis que ces luttes, elles existent toujours, elles sont toujours actuelles. Et la jeunesse s'en réempare aussi, j'ai l'impression, de plus en plus. Et ça, je me demande même s'il n'y a pas un retour vers des figures de radicalité qui correspondent aussi à ces décennies-là. Et je me dis que, voilà, en fait, c'est peut-être là, dans la jeunesse, il y a des futures figures. Et je souhaite, en vrai, à personne d'être la nouvelle Angela Davis, parce que je souhaite à personne de subir ce qu'elle a subi. Mais en fait, il y a des gens qui vont incarner, vont se retrouver à incarner ces mouvements, parce que ces mouvements, ils existent. Et en fait, ils ne feront qu'incarner tous les gens avec qui ils auront été dans la lutte, quoi. Donc en fait ça se décrète pas, mais là il y a des potentialités qui sont énormes, quoi. Oui, juste, c'est juste ce que tu dis et tu fais bien de le dire parce qu'il ne faut pas non plus qu'on s'accroche à des personnes. On a beaucoup tendance en France dans les médias à vouloir dire mais une personne qui incarne tel mouvement, et c'est vrai qu'il faut revenir au collectif et éviter l'individualisme. Mais juste si j'ai le temps par rapport à la question du chat. Elle t'a perturbé cette question-là, Tifa? Elle m'a perturbée, mais voilà, ça me fait penser. Quand même on criminalise des chercheurs et professeurs d'université parce qu'ils se sont positionnés pour le cessez-le-feu à Gaza, qu'on les fait passer au tribunal, quand on traîne devant les tribunaux des syndicalistes parce qu'ils organisent des manifestations pour la paix, etc., on ne peut pas dire que, je suis désolée, qui a gagné la bataille des idées quand on est dans une situation pareille, avec un système répressif et de criminalisation des luttes aujourd'hui extrêmement dangereux. Donc c'était pas du tout une façon de dire oui, la gauche elle a perdu parce que c'est de sa faute. C'est en partie sa faute, mais c'est parce qu'on est dans un système de plus en plus dur. Angela Davis, elle l'a dit tout à l'heure, elle a dit nous avons reculé. Donc heureusement qu'il y a cette jeunesse-là, et c'est vrai qu'elle existe, sur le terrain, qui est en train de reprendre le flambeau. Et voilà, et l'espoir est là. Ça fait une très belle passe, Latifa, parce que demain, justement, on a un plateau sur Twitch sur qui veut interdire la solidarité avec les Palestiniens. Ah bah voilà. Donc voilà, donc on parlera du rôle des médias, du rôle de la police, du rôle de la justice. Donc voilà, c'est bien, tu as très bien teasé. Écoutez, je vous lis un peu le chat. Vous avez l'air très satisfait de ce qui est en train de se dire. Beaucoup de merci à tous les trois sur vos prises de parole.
Donc c'est trop chouette. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce débat.